Vous connaissez le marché pétrolier, le marché des fruits et légumes, le marché du sucre. Leur point commun? Partout, des vendeurs et des acheteurs y accordent leurs besoins. La loi de l'offre et de la demande gouverne ces échanges. Le monde du crime n'échappe pas à la règle. Tous les trafics ont leur raison d'être économique. Une mafia, une entreprise criminelle, c'est d'abord une activité commerciale, avec des produits à livrer et des prestations à exécuter. Le marché du crime organisé génère environ 870 milliards de dollars par an. L'origine de ces revenus? Le trafic sous toutes ses formes. Plus c'est illégal, et plus c'est rentable. Alors qui sont les principaux acteurs de ces marchés de l'ombre? Comment sont-ils organisés? À qui profite l'argent du crime? C'est ce que nous révèle Dollar Noir, une plongée dans les coulisses de l'économie criminelle. Les trafics de drogue, d'armes ou d'autres produits illicites ne concernent en réalité qu'une petite partie de la population. Une clientèle relativement limitée à l'échelle mondiale pour le crime organisé. C'est certainement une des raisons qui les ont poussés à développer un marché beaucoup plus universel, bien plus rentable et 10 fois moins risqué. Le trafic de faux médicaments. On a à la fois un maximum de profit et des risques minimums. Ce sont des tueurs. C'est ce qu'il faut répéter, ce sont des criminels. Ce ne sont pas uniquement des trafiquants. Si vous ne prenez pas votre traitement pour le cœur, alors que vous croyez le prendre, alors c'est tout aussi nocif. C'est des vendeurs de la mort, c'est des vendeurs de l'illusion, c'est des criminels et il faut les traquer dans tous leurs retranchements. Une pilule peut tuer une personne. Et quand vous savez qu'on intercepte des tonnes de produits chaque année, ce qui représente des millions de pilules, le trafic de faux médicaments est devenu en quelques années l'activité la plus rentable du crime organisé, mais aussi la plus meurtrière. À titre de comparaison, on recense environ 200 000 homicides dans le monde chaque année. Pour la même période, la prise de faux médicaments serait à l'origine de plus de 700 000 morts. Un médicament, c'est un produit qui contient au moins un principe actif capable de modifier notre métabolisme. C'est un composé chimique, fruit de longues recherches scientifiques, que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes pharmacies. La production et la distribution sont soigneusement contrôlées par les autorités sanitaires, car le marché du médicament, c'est un enjeu de santé publique. S'il y a des règles, on peut les contourner et en tirer profit. Les organisations criminelles l'ont vite compris, et elles tentent de prendre une place de plus en plus importante, en marge du marché traditionnel de l'industrie pharmaceutique. Françoise Dorcier est coordonnatrice du programme de protection de la santé mondiale au sein de la police internationale. Un trafic important pour nous à Interpol, c'est un trafic qui touche l'ensemble des pays dans le monde. Et malheureusement, ce que l'on constate en matière de faux médicaments est qu'il s'agit d'un trafic qui touche toutes les régions. Aucune région n'est épargnée et c'est un problème qui malheureusement est grandissant d'année en année. Pour tenter de comprendre comment s'organise ce trafic et essayer d'en déterminer les contours, nous allons l'aborder d'un point de vue purement économique. Un marché, qu'il soit légal ou illégal, demande toujours la même organisation. Il faut des usines pour assurer la fabrication, un marketing efficace associé à des réseaux de distribution pour toucher le maximum de clients, l'objectif étant au final d'en tirer le maximum de profit. Le commerce de faux médicaments n'échappe pas à cette règle. Comment sont-ils fabriqués et qui se cache derrière ce trafic? Pour le savoir, commençons par le commencement, dès la première étape de leur production. Il convient avant toute chose de définir ce qu'est un faux médicament. On pourrait dire que c'est tout, sauf un médicament, mais ce n'est pas si simple. Sandra Vance est une experte dans la lutte contre le trafic de faux médicaments au sein de l'Organisation mondiale des douanes. on peut parler de deux types de produits. Il y a le produit typiquement falsifié. Il ressemble à l'original en apparence, mais il n'a pas d'ingrédients actifs à l'intérieur. Il y a juste des pesticides ou de la poudre pour que ça ressemble à une pilule qu'on trouve sur le marché. La plupart du temps, on trouve moins ou pas du tout de produits actifs à l'intérieur. Ça ne tue pas directement les gens.
D'autre part, on a aussi des médicaments illégaux, c'est-à-dire qu'ils sont légaux sur certains marchés et illégaux dans d'autres. Ce sont des produits qui sont interdits à l'importation dans certains pays à cause de leur législation nationale. C'est le rôle des autorités de contrôle sanitaire comme le MHRA, l'agence du médicament anglais, de veiller à ce que les médicaments vendus dans les pharmacies ont bien été autorisés à la vente, mais surtout qu'ils y aient été acheminés dans des conditions optimales. Si cette chaîne de distribution n'est pas respectée, on se retrouve alors avec des médicaments illégaux. Ça peut être des médicaments authentiques, avec des documents en règle, mais qui sont falsifiés, à cause du parcours qu'ils ont pris pour arriver sur le marché. On peut trouver par exemple des médicaments stockés depuis trop longtemps en container, par 40 degrés à l'ombre. La chaleur va dégrader le principe actif. Les documents ne peuvent pas montrer ça. Ce sont donc des médicaments authentiques, mais illégaux. Il y a plusieurs types de médicaments illégaux, beaucoup plus que de médicaments simplement contrefaits. On pourrait penser que c'est moins dangereux que ceux qui sont contrefaits, mais c'est tout aussi dangereux. Parce qu'avec un médicament qui n'est pas dans le circuit légal de distribution, qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en règle, vous ne saurez jamais ce que c'est vraiment. Quel est le principe actif? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Vous jouez avec votre santé. Illégaux ou contrefaits, il a bien fallu les fabriquer quelque part. À l'échelle industrielle, c'est vers l'Asie qu'il faut se tourner pour trouver les deux plus grosses sources de ce trafic, la Chine et l'Inde. Ces pays sont d'abord les plus gros producteurs de médicaments et de matières premières pharmaceutiques pour le marché légal. Le professeur Marc Gentilini travaille au sein de la Fondation Chirac, une organisation qui a fait de la lutte contre les médicaments falsifiés son principal cheval de bataille. Oui, le circuit du faux médicament est bien connu. Il est produit schématiquement, bien sûr, en Asie. De grands pays qui devraient montrer l'exemple, la Chine, l'Inde, d'autres pays voisins, sont les principaux producteurs à la fois de vrais bons médicaments, car nos produits actifs de nos médicaments vendus en pharmacie proviennent souvent de Chine, d'Inde. Mais à côté de cette bonne production, il y a tout un trafic de médicaments falsifiés. C'est ce que confirme Bernard Leroy, le président de l'IRACM, l'Institut de lutte contre les médicaments contrefaits. En Chine, par exemple, le cas de figure est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que la Chine est devenue le fournisseur légitime de l'industrie légitime de la pharmacie. Et donc, ils fournissent la matière première, qualité irréprochable, pas de problème. Mais vous pouvez avoir des gens en Chine qui construisent là-dessus, en quelque sorte, une dérivation à partir de laquelle ils vont faire des faux médicaments, enfin des médicaments faiblement dosés. Quelqu'un va arriver à voler à une usine légale de la matière première et à partir de là avoir sa propre affaire pour produire des faux médicaments. Pour les trafiquants, exporter cette production illicite n'est pas aussi risqué que d'acheminer de la cocaïne ou n'importe quel autre stupéfiant. Il est relativement facile pour un douanier de reconnaître de la drogue. Comment peut-il savoir si une cargaison de produits pharmaceutiques est dans le circuit légal ou le circuit illégal? C'est un vrai défi pour les forces de l'ordre. C'est vrai que la détection n'est pas aisée pour les autorités de douane ou de police quand ils sont soumis à des faux médicaments. Il faut aussi avoir les outils pour tester les médicaments à l'arrivée et envoyer les tests au laboratoire. Donc cela nécessite un certain temps. Donc c'est vrai que la sophistication assez élaborée de la part des trafiquants rend le travail des autorités d'application de la loi plus difficile. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, car le marché illicite a sa propre chaîne de distribution. Les trafiquants travaillent avec des usines. Ils ont leur propre compagnie de transport, leur propre réseau de consommateurs. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de différencier ceux qui travaillent dans le marché légal de ceux qui travaillent dans le marché illégal. D'autant plus compliqué que certaines entreprises achètent de la matière première légalement, mais elles s'en servent pour produire des faux médicaments. Et c'est loin d'être anecdotique, d'après Rika Potunen. Elle dirige le service de lutte contre le trafic de faux médicaments à l'UNODC,
l'Agence internationale de lutte contre le crime organisé. Ce qu'on voit assez souvent dans le trafic de faux médicaments, c'est l'utilisation de structures légales, de personnes morales, comme on dit dans le jargon juridique. Ce sont des entreprises, des compagnies, qui savent parfaitement dissimuler leurs activités illégales. Des sociétés qui produisent parfaitement légalement des produits pharmaceutiques ou des produits médicaux peuvent avoir une partie de leur production constituée de faux médicaments. Soit le principe actif n'est pas présent dans le médicament, soit il l'est, mais pas au bon dosage. C'est aux autorités sanitaires de chaque pays importateur de veiller à ce qu'un médicament qui arrive sur le marché soit conforme aux règles de santé publique et que sa composition soit bien celle qui est indiquée sur la boîte. Aux Pays-Bas, c'est le travail du Dr Bastiaan van Nuist, chercheur à l'Institut national de santé publique. Le problème, c'est la composition du produit. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Est-ce que c'est fiable? Ce qu'on peut trouver un jour ne sera peut-être pas là le jour suivant. Et dans le même temps, les criminels sont créatifs pour arriver à toucher leur marché. On doit continuellement s'adapter pour bloquer leurs accès au marché en adaptant nos méthodes d'analyse dans nos propres laboratoires. Les criminels sont vraiment très créatifs, notamment pour dissimuler la présence de produits interdits. Ici, par exemple, c'est un produit pour soigner les problèmes d'érection. C'est censé être un produit à base de plantes. Mais nous avions reçu une plainte, alors nous avons commencé nos investigations. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'a rien trouvé dans la poudre qui est à l'intérieur de la gélule. Alors on a commencé par rincer l'intérieur de la gélule. On a bien trouvé quelques traces de produits actifs, mais pas grand-chose. Ensuite, on a coupé la gélule, on l'a photographiée et passée au microscope. Et là, on a vu ces petits éclats. C'était bien du tadalafil, un produit contre l'impuissance. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que le tadalafil était dans la gélatine de la gélule. C'est un exemple qui montre que parfois, ils arrivent à nous berner. Mais bon, plus maintenant. Maintenant, on connaît le truc. Camoufler un produit actif, cela permet d'avoir un produit relativement efficace sans avoir à se conformer aux règles strictes du commerce de médicaments. C'est un marché qui fonctionne avec des consommateurs réguliers. Si vous voulez que vos clients reviennent, vous devez leur fournir un produit qui leur fait quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire en leur donnant un produit de qualité qui répond aux plus hauts standards de production. Vous devez juste vendre un produit qui lui donne l'impression que ça fait de l'effet. Pas besoin des bons ingrédients, pas besoin de respecter les bonnes proportions, bref, on pourrait penser que n'importe qui pourrait s'improviser producteur de faux médicaments. Ce qui s'avère finalement absolument exact. On a des groupes criminels, comme on les imagine quand on parle de criminalité organisée, des mafias, avec une structure hiérarchique très complexe. Mais on a également de petites structures très flexibles et très opportunistes qui répondent à des demandes spécifiques. On rencontre un petit peu tous les cas de figure, dans la mesure où c'est un secteur dans lequel les criminels peuvent obtenir un profit assez rapide et assez substantiel. On a de la fabrication industrielle, donc on a des réseaux véritablement organisés, et d'autres personnes qui décident de se faire un petit peu d'argent, et s'ils trouvent des consommateurs, s'ils trouvent un marché un peu moins regardant, ils ne vont pas hésiter à s'y engouffrer. L'Irak m'a fait la première étude sur le crime organisé et les faux médicaments. Alors les fantasmes, c'est le crime organisé de la French Connection, avec tous les clichés, les Siciliens, etc. Or, on est en présence de nouvelles formes de crime organisé très différentes. C'est un médecin, un pharmacien qui va tout d'un coup monter son coût. Il n'a rien à voir avec le crime organisé.
par exemple, en Inde, on a vu à plusieurs reprises, il y a un reportage de la télé française qui avait montré ça, que des gens sont capables d'acheter des encapsuleurs pour 2500 € ou dollars sur Internet. Ils installent ça dans un appartement et ils font 500 000 médicaments dans l'après-midi. Il existe aussi une production de faux médicaments beaucoup plus subtile. Parfois, les mafias arrivent à pervertir les mécanismes du marché légal du médicament pour écouler des marchandises falsifiées. Une petite explication s'impose. En Europe, il existe un mécanisme commercial dit d'importation parallèle. En gros, tout pays qui exporte des médicaments doit obligatoirement en importer en retour, et vice-versa. Ce sont des échanges intracommunautaires entre pays voisins. Si les papiers sont en règle, les transactions se font en toute confiance. Le problème, c'est que la mafia italienne a compris ce qu'elle pouvait en tirer. Elle a à plusieurs reprises volé des camions de vrais médicaments, donc vous voyez 38 tonnes de médicaments, qu'ils ont emmenés dans des pays comme la Roumanie, et où ils ont fait toute la procédure prévue par la Commission européenne pour les réintroduire, importation parallèle, dans d'autres pays d'Europe. Et dans un certain nombre de cas, donc le bénéfice tenait au fait qu'ils les avaient eus pour rien, puisqu'ils avaient volé le camion. Et donc ils font une fausse procédure d'un faux distributeur local, etc. Mais on a eu des cas pour des médicaments liquides où ils ont décuplé les quantités. Et on a eu un problème avec un médicament qui s'appelle l'Herceptin, avec un H, qui est un médicament anticancéreux, qu'on a retrouvé trafiqué, tenez-vous bien, il y a 2 ans au mois de mai, dans des pharmacies en Allemagne. L'Allemagne, qui est le pays le plus sérieux qui soit, a été victime de ce genre de manipulation. La production de médicaments illégaux est aussi diverse qu'inventive. Les trafiquants doivent répondre à une intense demande à l'échelle de la planète. Normal, se soigner ou se sentir en pleine forme, c'est à peu de choses près le souhait de toute l'humanité. Ce qui fait du trafic de faux médicaments un marché universel. Le marché est énorme, beaucoup plus important que celui de la drogue, parce que nous sommes tous des consommateurs potentiels. C'est la principale raison de l'implication des organisations criminelles dans la fabrication et le trafic de faux médicaments. Le marché est très diversifié, aussi varié que le sont les maladies dans les différentes parties du monde. Et évidemment, les groupes criminels s'adaptent aux différents marchés. Donc, les façons de répondre aux demandes de ces marchés sont très diverses. Le marché mondial du faux médicament s'adapte à la demande. Elle n'est pas la même dans les pays qui possèdent un bon système de santé que dans les pays où il est quasiment inexistant. Les trafiquants se sont facilement adaptés à ce marché bipolaire. Au nord, les médicaments qui aident à se sentir mieux, qu'on appelle des médicaments de confort. Au sud, on cherche plutôt à survivre aux maladies les plus répandues. Le trafic est parfaitement organisé pour répondre spécifiquement aux demandes de chacun des deux marchés. Dans les pays les plus pauvres, on va jouer sur les prix. La clientèle favorite des trafiquants, ce sont les pauvres, ceux qui n'ont pas accès à des officines, qui ne peuvent pas s'acheter les médicaments dans des officines au prix où on les vend actuellement. Donc c'est le pauvre qui est obligé d'aller dans la rue acheter son médicament à la pièce, à l'unité, ou sur les marchés, on lui vend ce qui a pu être exposé pendant des heures à un soleil brûlant et qui est en partie déjà dégradé à cause de ça. Nous sommes à Cotonou, la capitale du Bénin. Depuis quelques années, le pays cherche à lutter contre la vente de médicaments illégaux sur les marchés de rue. Police, autorités sanitaires et pharmaciens se sont unis pour enrayer un trafic profondément ancré dans les habitudes des Béninois. Le commissaire Brice Alouanou est directeur adjoint de la police judiciaire de Cotonou. Vous savez, les organisations criminelles jouent un peu sur le niveau de vie dans les pays sous-développés, parce qu'ils savent qu'il y a la pauvreté dans ces pays et que les gens sont en quête de produits moins chers.
et que les organes de contrôle dans ces pays ne fonctionnent pas bien. Les mafias profitent toujours des faiblesses du système. Quand c'est à l'échelle d'un État, cela devient un marché extrêmement lucratif. Jean-Charles Enadou est président de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Il y avait des pharmacies qui existaient normalement dans les années 50, 60. Mais entre-temps, il y a eu la révolution en 1972 et le gouvernement d'alors, le gouvernement militaire, a donc pris le monopole. Cet office-là est entré en quelque sorte en cessation de paiement. Et l'État s'est désengagé. Le docteur Landry Yassounou est le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Donc c'est comme ça que petit à petit, ça a commencé et tout le monde s'est improvisé pharmacien ou vendeur de médicaments. Et ça a été un sport national jusqu'à ce qu'on mette le haut là. Les autorités sont souvent obligées de lutter contre des préjugés tenaces. Un marketing naturel qui pousse les consommateurs vers le marché noir. Pour la population, notamment au Bénin, les médicaments vendus en pharmacie sont considérés comme beaucoup trop chers. Il suffit alors de casser les prix pour récupérer la clientèle. Vous savez, nous sommes en Afrique, c'est des pays pauvres. Donc le pouvoir d'achat est très très bas. Donc les gens se disent, si le médicament est à 100 francs, mettons 1000 francs, dans une pharmacie et qu'on me propose ça à 100 francs, ici, avec une petite marchande qui a ça sur sa tête, au mieux que je prenne ça rapidement à 100 francs, c'est tout bénéf pour moi. Ah, il y a de l'eau là. C'est quoi tout ça là? Tu ne vois pas, ce sont des médicaments pour Félix. Elle est malade. Attends, Maïto, est-ce que tu es sûr que tous ces médicaments viennent de la pharmacie? Rien de tout ce que tu vois là ne vient de la pharmacie. Voilà, c'est ça. Pardon. Tu vas aller à la pharmacie. Non, ne fais pas ça, ça c'est du gaspillage. Ne fais pas ça. Tout ce qui est écrit là, c'est ça que j'ai déjà acheté. Les seuls outils à disposition des autorités, ce sont des campagnes d'information, une sorte de contre-offensive marketing, pour promouvoir des médicaments génériques à bas prix et casser des pratiques ancrées dans les habitudes des populations. Là, nous sommes en train de sevrer. Nous sommes en train de sevrer la population. Mais avec quoi remplaceront-on? Nous allons remplacer ces médicaments génériques à la place de ces faux médicaments. Dans les pays occidentaux, on fait aussi campagne contre le faux médicament. Le contexte est clairement différent et les produits proposés ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Ce qui intéresse plus particulièrement la clientèle des pays industrialisés, et donc les mafias, ce sont les médicaments dits de confort. Ce sont des produits qui ne soignent pas directement une maladie, mais ils permettent de se sentir mieux ou d'être plus performants. Les trafiquants ne dépensent pas un centime pour faire la publicité de leur business. C'est la société qui s'en charge, gratuitement. La société nous met sous pression pour que l'on vive de telle ou telle façon, que l'on ressemble à ceci ou que l'on agisse comme cela. C'est pour ça que le marché des médicaments de confort se développe. Et c'est comme ça que le crime organisé profite de notre désir d'être performant à l'image de ce que la société attend de nous. Le Viagra, c'est un best-seller dans l'économie légale. La pilule bleue a été inventée en 1999 et elle a immédiatement connu un succès sans précédent. Environ 50 € de Viagra sont achetés chaque seconde sur le marché mondial. C'est un produit coûteux, c'est une marque reconnue. Il n'en fallait pas moins pour que les trafiquants s'en emparent et qu'il devienne le produit le plus vendu dans l'univers de la contrefaçon. Le faux Viagra, au lieu de coûter 50 ou un peu plus pour quelques comprimés, sur Internet, ils vous proposeront pour $400 200 comprimés. On passe d'une boîte de pilules à 40 € à une boîte à 2 €. C'est l'affaire du siècle. Un prix qui a séduit la majorité des consommateurs. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête édifiante menée par le professeur Van Huitz en Hollande.
On a eu l'idée de surveiller les eaux usées. Quand vous prenez un médicament, il est dégradé dans votre organisme, puis il est expulsé. Les gens vont aux toilettes et ils tirent la chasse. Tout ça part dans les stations d'épuration. On a fait des prélèvements dans 3 de ces usines, dans 3 villes différentes. Ensuite, on a juste comparé le Viagra que les gens avaient réellement consommé avec ce que les pharmacies avaient réellement délivré aux clients et combien ils en avaient vendu. On a comparé et il s'avère qu'environ 70% de ce qu'on a retrouvé dans les eaux usées ne venait pas des pharmacies, mais bien du marché illégal. Le marché illégal serait donc beaucoup plus important que le marché légal. Un succès qui s'explique en particulier par l'efficacité relative de ces médicaments contrefaits. Le faux Viagra se doit de rester efficace et donc de contenir une molécule active contre les problèmes d'impuissance. Alors pour le Viagra, par exemple, c'est assez frappant de voir que les faux médicaments qui sont fabriqués par certains comportent le bon principe actif, mais à des dosages totalement hors contrôle, qui peuvent être à la fois moindres comme ils peuvent être plus. On a eu du Viagra qui avait plusieurs dizaines de fois la puissance, du Viagra, des faux médicaments qui avaient plusieurs dizaines de fois la puissance du vrai médicament, d'où des problèmes sérieux. On a vu des cas d'érection qui duraient tellement longtemps que ça s'est terminé par une gangrène, avec amputation du sexe. On est alors très loin du résultat attendu. Malgré les risques encourus par les consommateurs, le marché illégal du médicament continue de se développer. Dans toutes les parties du monde, la contrefaçon de faux médicaments ne connaît aucune limite. Tous les produits sont touchés. Cela peut être du médicament anti-palud, cela peut être des antibiotiques, cela peut être des vaccins, cela peut être des médicaments de confort. Tous les produits sont touchés, tous les médicaments, que ce soit des médicaments génériques ou autres, sont sujets à falsification. Le marché est donc colossal, même si la demande diffère entre certaines parties du monde. Pour y répondre efficacement, le crime organisé a mis en place des réseaux de distribution parfaitement adaptés aux habitudes des consommateurs. Au Bénin, on a pris l'habitude d'acheter ces médicaments au marché. À Cotonou, le marché d'Adjegoulé a été le marché illégal de faux médicaments le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Derrière cette criminalité se trouvent des acteurs économiques qui trouvent ce trafic très rentable, en oubliant bien sûr que ce trafic, cette criminalité impacte à la fois la santé publique et la sécurité publique. Bon, c'est une grosse mafia. Il faut savoir que cette mafia, elle est internationale. Du coup, chez des représentants, un peu comme la drogue, il y a des parrains qui ont un peu d'argent et qui parfois sont dans la politique. Et donc, ils veulent tout faire pour se faire rapidement de l'argent. Et vous savez, les petites dames que nous arrêtons parfois qui vendent des faux médicaments ne sont que des menus feuilletés de ce grand réseau. Un réseau qui, à première vue, est au service de la clientèle. Muni d'une simple ordonnance, on va chercher sa prescription comme on le ferait dans n'importe quelle pharmacie. Nous avons tenté l'expérience avec la complicité du docteur Enadou. Et donc j'ai demandé au médecin de prescrire. Là, nous avons du Viagra. Là, nous avons Amlor, qui est de l'amlodipine, et nous avons de l'amoxicilline. Après quelques minutes passées sur le marché, les complices du docteur Enadou reviennent avec les médicaments. Mais finalement, quelqu'un nous a indiqué Ranga et nous sommes partis. Et puis, elle n'a pas, mais elle nous a introduit un autre Ranga encore, dans lequel elle a trouvé et nous a ramené. Le traitement pour le cœur, les antibiotiques et bien sûr, le Viagra. Tout ça 3 à 4 fois moins cher que dans n'importe quelle pharmacie. Il est par contre impossible au premier coup d'œil de savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, à moins d'y regarder de plus près.
Non, ce n'en est pas. Parce que c'est écrit que ça a été produit en 2014, alors que sur la boîte, c'est écrit 2016. En plus, l'emballage n'est pas celui qui va dans cette boîte. Il y a une différence de couleur, les dimensions sont différentes, à la fois des pilules et de l'emballage. Donc, pour moi, c'est suspect. Concernant l'amoxicilline, l'antibiotique, il est impossible sans une analyse complète de savoir si le médicament est authentique. Par contre, des saisies ont prouvé que la plupart de ces antibiotiques étaient sous-dosés. Ils ne contenaient pas le bon dosage de principes actifs. C'est comme ça qu'arrivent les problèmes. S'il n'y a pas assez de produits, on risque de voir se développer une résistance aux antibiotiques. Parce que vous serez sous-traité. Ça prendra du temps pour vous soigner et ça permettra à la bactérie de s'adapter à l'amoxicilline. Mais on voit ça aussi pour les vaccins. On voit des vaccins contrefaits en Afrique. Et pour le coup, ça ne concerne pas une personne. Ça peut avoir des effets sur toute une population. Dans les pays industrialisés, les mafias disposent d'une plateforme de distribution qui a fait exploser les ventes de faux médicaments. C'est pratique, discret et à la portée de tous. Internet. L'idée est la suivante. C'est gênant de demander ces médicaments à son médecin. Ils sont coûteux. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une clientèle vraiment qui s'est développée par rapport à cela, alors que nous avons un très bon système de sécurité sociale en France et que normalement, il n'y avait pas de place pour un tel approvisionnement. Il faut ajouter à cela l'importance du rôle des réseaux sociaux. Ils font, sans le savoir, la publicité des trafiquants presque naturellement. La peur de la maladie, de l'épidémie, n'est pas une spécificité des pays en voie de développement. On la retrouve facilement sur n'importe quel forum médical. Les trafiquants sont très réactifs à l'actualité, sont très réactifs aux nouveaux moyens de communication et c'est vrai qu'ils saisissent n'importe quelle opportunité pour dispenser tous les produits qu'ils peuvent fabriquer et revendre et se faire beaucoup d'argent. Et je voudrais dire, et je le dis à tous ceux que je connais, je n'achèterai jamais de médicaments sur Internet. Parce que c'est trop facile de vendre des faux produits, de faux médicaments, quoi que ce soit de falsifié sur Internet. Personnellement, je ne le ferai jamais, et encore moins pour ma famille. Il y a sur Internet des sites tout à fait légaux, contrôlés, mais ce sont les moins nombreux. La plupart des sites sont des sites illégaux et des sites douteux. Et on prend un risque. On ne devrait pas prendre un risque car le médicament n'est pas une marchandise comme une autre. C'est une marchandise très particulière. Mike Eisels a longtemps travaillé pour l'industrie légale de la pharmacie. Effrayé par la multiplication des sites de vente de faux médicaments sur Internet, il a créé une ONG qui a pour mission d'alerter les plus hautes autorités européennes sur le danger de la vente de médicaments en ligne. Le problème, c'est qu'il y a environ 30 000 sites médicaux frauduleux en activité qui sont tous disponibles pour tous et à tout moment sur la toile. Comment pouvez-vous identifier, comment pouvez-vous savoir si ce sont des sites légaux ou pas? Et c'est un vrai défi pour les gens de définir si c'est un site sérieux qui vend de vrais médicaments ou si ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les adolescents qui souhaitent acheter des pilules amaigrissantes, c'est un vrai danger. Parce que vous êtes en dehors du système de santé autorisé. C'est très dangereux et les conséquences sur la santé sont extrêmement importantes et potentiellement très graves pour vous. Une expérience qu'a vécue Fiona Parry. Cette maman anglaise de 3 adolescents a été confrontée au pire des scénarios. Héloïse, sa fille aînée, avait décidé de perdre un peu de poids. Sur Internet, elle a pu acheter le produit qui devait pouvoir l'y aider. Héloïse a acheté des pilules amaigrissantes sur Internet. Et le résultat, le fait qu'elle ait pris ces pilules,
l'a tuée. C'est la manière la plus simple d'expliquer ce qui lui est arrivé. Ce qu'elle a acheté n'était pas un médicament, c'était du poison. Un poison que l'on trouve en vente libre sur Internet. Héloïse a commandé des pilules amaigrissantes contenant du dinitrophénol, une molécule très en vogue, censée brûler les graisses avec une efficacité redoutable, et pour cause. C'est un produit chimique industriel. C'est utilisé dans la fabrication d'explosifs et dans la production de colorants. Ce n'est pas fait pour être ingéré. La raison qui vous fait perdre du poids, c'est parce que ça vous empoisonne. Ça peut marcher, mais ça vous rend très malade. Si vous en prenez plus que votre corps peut tolérer, vous allez mourir. Il n'existe rien qui peut vous soigner. Aucun médicament, aucun traitement, aucun antidote. Websites masquerading as legitimate online pharmacies are run by criminals who just want your money. Unlike qualified healthcare professionals, criminals who sell medicines over the internet have no regard for your health. Their only motivation is profit. Internet, c'est aussi une plateforme de vente idéale pour des médicaments qu'il est parfois difficile d'obtenir sans ordonnance, ou qui ne sont tout simplement pas disponibles dans son propre pays. La solution, si l'on veut quand même s'en procurer, c'est de se tourner vers le dark web, la face cachée d'Internet. C'est une zone d'Internet à laquelle vous ne pouvez pas accéder sans utiliser un logiciel de navigation spécifique. Si vous téléchargez ce logiciel, vous aurez accès à des sites seulement visibles grâce à ce logiciel. Au départ, ça a été inventé dans les années 80 pour favoriser les échanges cryptés. À l'origine, c'était pour l'armée américaine, et ce qui peut être bénéfique peut toujours être utilisé pour faire le mal. Le produit que je vois maintenant sur mon écran est un médicament qui est en vente. C'est un vrai, c'est un faux, je ne sais pas. Ce que je vois sur le site, c'est que c'est du méthylphénidate de chez Sandoz, plus communément appelé Ritalinel. C'est un psychostimulant, habituellement utilisé pour les enfants qui souffrent de troubles de l'attention. Sur ce site, c'est 30 ou 40 tablettes pour 40 €. Deux questions viennent à l'esprit. D'abord, est-ce que c'est de la vraie Ritaline ? On peut très facilement fabriquer une fausse boîte ou compresser de faux cachets. Comment savoir ce que c'est vraiment ? Ensuite, et c'est le plus important, si vous avez besoin d'un produit psychoactif pour traiter les troubles de l'attention, pourquoi l'acheter sur le Darknet ? Peut-être que tout simplement, ce n'est pas disponible dans votre pays. Et que des parents n'ont pas d'autre choix pour obtenir ce traitement. Mais le risque qu'ils prennent en faisant ça est presque impossible à mesurer, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Pourquoi est-ce qu'on vend des produits antipsychotiques sur le Darknet ? Pourquoi des gens vont acheter des produits antipsychotiques sur le Darknet pour leurs enfants ? Les raisons sont très diverses, mais l'une d'elles, c'est peut-être tout simplement parce que c'est moins cher. Un marché mondial, un marketing naturel et gratuit, un réseau de distribution qui s'adapte parfaitement à la demande et à toutes les bourses. C'est le rêve de tous les businessmen. C'est une réalité pour les trafiquants de faux médicaments et par conséquent une source de profits colossaux. Compte tenu de la diversité et de l'ampleur du trafic de faux médicaments, il est bien difficile de quantifier ce trafic. C'est d'autant plus compliqué que c'est un marché criminel relativement nouveau et dont les autorités n'ont pas complètement pris conscience. Il n'y a pas assez d'études là-dessus. Il y a un vrai manque de données, d'analyse au niveau général, de recherche au niveau mondial, pour bien comprendre comment, dans chaque partie du monde, le marché illégal fonctionne. Personne ne peut affirmer quoi que ce soit à ce propos. Nous, on pense que ça représente 80 milliards de dollars. Certains ont parlé de jusqu'à 200 milliards de dollars. Cela dit, nous sommes dans un domaine, au fond, dont on a pris conscience que depuis 1985,
Donc, on essaie de l'explorer, mais c'est très pifométrique. Et pour cette raison, on a tendance à dire n'importe quoi sur le sujet, et puis le goût du spectaculaire fait le reste. En tout cas, ça représenterait l'équivalent de 10% du marché de la pharmacie normale, qui, elle, est de 800 à 900 milliards de dollars. Pour être honnête, on n'a pas d'idée précise. On sait juste que ce sont des sommes considérables. Une de nos saisies représentait 16 millions d'euros. Ça vous donne une idée de l'envergure, de tout l'argent que peut rapporter cette activité criminelle. L'argent est le principal moteur du crime organisé. Mais avec le trafic de faux médicaments, les mafias profitent également de nombreux bénéfices indirects. Et le principal, c'est la quasi-inexistence des peines encourues. Contrefaire un médicament, c'est un délit. Ce n'est pas la même chose qu'un crime. C'est complètement différent de ce qui arrive si on contrevient à la loi, comme c'est le cas pour les drogues, comme l'héroïne ou la cocaïne. Là, c'est automatiquement un crime. Notre projet, qu'on a appelé la Convention Médicrime, sous l'égide du Conseil de l'Europe, a pour but de criminaliser le marché illégal du faux médicament. Il y a beaucoup de pays où, étant sur la propriété intellectuelle, ils n'ont même pas de prison, ils n'ont que des amendes. Vous avez des pays comme le Sénégal où la peine est de 6 jours à 60 jours d'emprisonnement pour des grands trafiquants. Si vous imaginez toute la chaîne de distribution qu'il faut pour prendre la cocaïne depuis la Colombie, la faire traverser l'océan et toute l'infrastructure qu'il faut pour la vendre dans la rue, c'est très compliqué. Et les peines encourues sont très fortes. Si on parle du médicament, vous allez sur Internet, vous commandez votre médicament, quelqu'un dans un autre pays met ça dans une enveloppe, la poste, et c'est chez vous. La chaîne de distribution est très réduite et beaucoup plus simple que pour le trafic de drogue. On a la preuve que de plus en plus de groupes criminels sont impliqués dans le trafic de médicaments. Et on a par exemple actuellement le plus gros cartel mexicain qui est de plus en plus intéressé par un passage de la drogue aux faux médicaments, car on risque beaucoup moins et ça rapporte beaucoup plus. La cocaïne intéresse moins les Américains qu'avant, et la population vieillissante des États-Unis prend de plus en plus de petites pilules roses, vertes, bleues, et donc le crime organisé s'intéresse à cela. Devant l'ampleur et l'essor du trafic de faux médicaments, les autorités commencent à s'organiser. Le chemin est encore long. Seul le MHRA, en Angleterre, dispose des moyens légaux pour traquer et arrêter les trafiquants. Les autres agences de contrôle, en Europe et dans le monde, n'ont aucun pouvoir judiciaire. Le bureau d'enquête de l'Agence de régulation du médicament et de la santé est unique. Non seulement nous sommes un bureau de régulation, mais nous avons aussi le pouvoir d'enquêter. C'est la cohabitation de ces deux services qui rend notre position si particulière. La plupart des agences en Europe s'en remettent à la police pour les enquêtes, mais celle-ci a bien d'autres priorités. Nous, c'est notre seule priorité. Le fait qu'il n'existe qu'une seule agence de contrôle dans le monde capable de prendre à bras le corps le problème de la vente de médicaments illégaux est un peu effrayant. Par contre, c'est parfaitement rassurant pour les criminels et l'avenir de ce marché. Les autorités ont réellement commencé à s'organiser il y a 10 ans. Il fallait une réplique forte des pouvoirs publics, qui puisse être proportionnelle à cette activité criminelle planétaire. C'est ainsi qu'est née l'opération Pangea. Initialement, l'opération Pangea est née d'une initiative de MHRA à laquelle s'est joint Interpol. L'objectif était de sensibiliser la population par rapport aux risques liés à l'achat de médicaments sur Internet.
C'est une opération qui a commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous avons 123 pays qui font partie de cette opération, donc ce qui signifie que malheureusement, c'est un problème qui est global. Donc c'est une semaine d'action dans laquelle l'ensemble des pays joignent leurs efforts pour combattre cette criminalité sur le net, mais aussi des contrôles dans les envois postaux et des suivis d'enquête par rapport aux saisies qui sont effectuées afin de démanteler les réseaux qui sont derrière ce trafic. L'opération a lieu chaque année, à des dates tenues secrètes. Le but, c'est de surprendre au même moment les responsables des trafics de tous les pays concernés. Garder le secret n'est pas toujours une chose facile, en particulier au Bénin, où les trafiquants ont des oreilles partout. Ce n'était pas facile parce que la phase la plus critique pour nous, c'est quitter la préparation intellectuelle pour aller à l'opérationnel. C'est là, parce que les gens qui s'adonnent à ce trafic ne sont pas des gens innocents. C'est des gens très avertis, très futés et très subtils. Donc ils ont là le flair, ils ont inondé pratiquement l'administration béninoise. Donc il fallait maîtriser les renseignements. Donc jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire ils étaient également en combat contre nous. C'est-à-dire faire échouer l'opération. Face à notre détermination et au temps de préparation qu'on s'est donné, on a pu cette fois-ci vaincre ces trafiquants et c'est ce qui a donné ces résultats. À Cotonou, le résultat a été remarquable. Le marché ouvert de faux médicaments a été complètement démantelé, les vendeurs arrêtés et la marchandise saisie. Au niveau mondial, l'opération Pangea 10 a permis l'arrestation de 400 personnes, la fermeture de 3584 sites internet. La valeur totale des saisies sur une seule semaine a dépassé les 50 millions de dollars. En Angleterre, les saisies ont même atteint un niveau record. On a saisi 4 600 000 doses de faux médicaments. Sur ce chiffre, nous n'avons trouvé quasiment aucun médicament contrefait. Par contrefait, je veux dire des médicaments en infraction avec la propriété intellectuelle. Tout le reste, c'était des médicaments non autorisés. Non autorisés dans la chaîne de distribution légale, non autorisés en Angleterre. Ils venaient tous du marché criminel. Ça représente une quantité énorme de médicaments et une énorme source de profit. Et cela juste pour le Royaume-Uni. Beaucoup de profits, peu de prisons. Le trafic de faux médicaments, c'est l'Eldorado du crime organisé. C'est le business criminel idéal. D'autant qu'il existe encore un autre bénéfice, en particulier pour les trafiquants les plus lâches et les moins courageux. Parce qu'ils ne voient pas les personnes mourir, ils se fichent des personnes qui ne guérissent pas. Il n'y a pas cet impact émotionnel que peuvent avoir les assassins envers leurs victimes. Il y a une grande distance entre les groupes criminels et ce qui arrive à leurs victimes. Et ce qui arrive, c'est qu'ils les tuent. Si vous tuez un homme avec un couteau, vous êtes au contact physique. Faut avoir le mental de la situation. Si vous envoyez de 10 000 km un produit qui va tuer les bébés, vous n'êtes pas là quand ça se passe. Et donc, les résultats de votre action ont pour vous quelque chose d'abstrait. Malgré les efforts des autorités pour réguler et combattre le trafic de faux médicaments, ce marché a de beaux jours devant lui. Les produits que proposent les trafiquants sont dangereux, mais ils parviennent toujours à séduire les consommateurs. Tant que la majorité de la population mondiale n'aura pas accès à un système de soins efficace, à moindre coût, les organisations criminelles seront là pour satisfaire la demande. Un constat qui n'est plus réservé aux pays en voie de développement, mais qui touche aujourd'hui l'ensemble des pays industrialisés. La mémé américaine qui ne peut plus s'endormir si elle n'a pas ses 5 pilules de toutes les couleurs, en réalité, elle est déjà dans un trip de type toxicomaniaque. Et donc, ça veut dire que dans nos pays qui vieillissent, on va avoir un marché de plus en plus grand de candidats potentiels à l'achat de faux médicaments
dans la mesure où on aura probablement, avec le vieillissement de la population, des systèmes de retraite de moins en moins importants, des gens qui ont de moins en moins de moyens et donc qui seront de plus en plus tentés par ce type de solution. Une solution radicale. Clear.